Le Premier ministre Laurent Lamotte a laissé le pays ce mercredi pour participer à la 44e édition du Forum économique mondial qui débute ce mercredi à Davos en Suisse. Pendant 5 jours, plus de 40 chefs d'État, 2500 représentants de gouvernement, des milieux d'affaires et d'institutions non gouvernementales venus de 100 pays participeront aux discussions qui se déroulent autour de 4 thèmes principaux: l'impact des innovations sur la vie contemporaine, les perspectives de développement mondial, la participation de la société civile au processus économique et la croissance démographique. Selon le communiqué de la présidence, la participation du Premier ministre Lamotte à ce forum de haut niveau entre dans le cadre des efforts de l'administration Martelly visant à relancer l'économie haïtienne et réduire les inégalités sociales, tout en explorant d'autres champs d'opportunités. Le chef du gouvernement entend présenter aux leaders économiques mondiaux présents à Davos le potentiel et les opportunités d'affaires en Haïti en vue de faciliter et d'attirer de nouveaux investissements dans le pays pour la création d'un plus grand nombre d'emplois possibles et l'amélioration de manière durable des conditions de vie de la population. Une vive tension règne depuis plusieurs jours dans la zone frontalière du Nord-Est suite au mouvement de protestation déclenché depuis le 17 janvier dernier par des résidents de Fort-Liberté, Ferrier et de Ouanaminthe. Selon les informations rapportées par Le Gard, les protestataires exigent des autorités haïtiennes de l'énergie électrique en provenance de la zone franche de Caracol. Le directeur général de l'EDH, Jean-Hérol Morose, a fait le point ce mercredi sur ce dossier. Il a indiqué que la firme américaine Enreca, chargée d'alimenter le parc industriel de Caracol, n'est pas en mesure de desservir la population de ces zones. Nous-mêmes, EDH, si c'est pour nous-mêmes, ils mettent Caracol. C'est-à-dire que l'autorisation de Caracol, ils mettent fait, mais qu'on y a là, c'est aspect commercial là pour y discuter. Parce que comme nous dit, nous ne pas en situation de production pour contre nous, et puis même aspect distribution, aspect commercial là, et pour ça, nous avons passé là, l'Port-au-Prince là, pour nous payer producteurs privés, qu'on y a pour nous un producteur en province, combien de recettes liées. On a dépensé 3,7 millions de gouttes par mois pour m'acheter gaz, pour m'alimenter zone non. Recette là, bon, 900 000 gouttes par mois. Donc ça veut dire que l'on privé dit me la prendre, mon chef n'a capable de son fardeau retiré sous dôme. Donc nous n'avons aucun intérêt, pour nous faire un bill. C'est un dossier qui est en cours, mais normalement, j'en ai qu'on alimenté longtemps à raison de 6 heures de temps par jour en fonction de ça que nous gagnons dans la zone. Nous sommes capables de continuer à alimenter aux mêmes gens 6 heures de temps par jour en attendant que le contrat soit signé. Disons que nous-mêmes nous signons déjà, que le film n'a beaucoup signé, en attendant que le signe pour alimenter 24 sur 24. Voilà, ça veut dire que c'est ça seulement nous sommes capables de dire là. Ça veut dire que nous-mêmes nous parions déjà pour ça. Nous parions pour ça. Donc, mais le problème que nous avons là, directeur provincial l'explique, c'est que moi, je vois gaz pour alimenter Centrale Chevrier, gaz là bloqué au cap. Parce que mon manifestation, il va quitter gaz là. Ça veut dire que qu'on y a, il y a un blackout. C'est eux qui empêchent le camion gaz là. Ça veut dire que si vous quittez le camion gaz là passer, n'a alimenté. Mais n'a pas alimenté, je ne alimenter. Puis alimenter 24 sur 24, il faut film descendre une signe papier. Parce que c'est pas comme ça pour on dit qu'on peut alimenter sans pas signer avec l'État haïtien. Voilà, donc ça veut dire que le monde, tu as 6 heures de temps qu'on ne va pas payer. Il y a 24 heures, il faut commencer à réfléchir comment on va faire pour le payer. Rappelons que ce mouvement de protestation a déjà fait au moins 6 blessés par balle lors d'accrochages entre la police et des membres de la population. La section des droits humains de la MINUSTAH dit observer des progrès dans le domaine du respect des droits de l'homme en Haïti. La responsable par intérim de cette entité, Anne Fuller, s'est réjoui que l'État ait ratifié plusieurs conventions internationales, tout en estimant que la détention préventive prolongée et la surpopulation carcérale sont des problèmes inquiétants qui ne sont pas assez pris en compte par les autorités du pays. Toute prison en Haïti surchargée. Mounio campé une sur l'autre. La majorité de prison, pas un côté pour un prisonnier, pour tout prisonnier dormir. Faut qu'il fasse ça en relève. Alors, c'est nous-mêmes, situation en prison en Haïti, en tant que tel, il constitue un traitement inhumain et dégradant. Alors, qui arrive presque à un niveau de torture. Même à un monde qui est arrêté, qui met en détention, ils vivent dans une situation infrahumaine. Et puis, il y a une partie dans ça, c'est le niveau de détention préventive prolongée qui est très élevé.
Haïti, c'est un pays dans le monde qui gagne au niveau plus haut sur détention préventive prolongée. C'est une série de monde qui présumés innocents, qui étaient dans une situation horrible en prison. Alors, ça, c'est un bagage qui est extrêmement grave. Et pas oublier, ce n'est pas seulement un problème Port-au-Prince, c'est en pile juridiction. Il y a des juridictions qui font un pile progrès. Nous faisons partie des comités de suivi de la détention préventive prolongée, qui sont des comités qui réunissent, par exemple, chaque 2 semaines ou chaque mois, pour nous considérer ces 2 cas et pour nous mettre ensemble, commissaire du gouvernement, juge d'instruction, police, ONG, nous-mêmes, avocats, pour nous garder qui est capable d'avancer, pour que ça, est-ce que nous sommes capables d'avancer sur la procédure ça pour nous sortir. Mais ça demande une politique et une volonté politique nationale, parce que son problème national, ce n'est pas le commissaire du gouvernement ici, mais ça ne veut pas dire que les gens qui présentent sont capables de faire la différence. Contrôle, rigueur sur le travail jugeau, rigueur sur tout le travail, et puis pas perdre dossier. Alors, lutte contre la corruption qui existait dans le système judiciaire, tout. Des directeurs généraux, des ministères, des services déconcentrés et des organismes autonomes se sont rencontrés ce mercredi à l'initiative de l'Office de management et de ressources humaines OMRH. Selon Uder Antoine, ce forum était un espace de réflexion sur les nouvelles stratégies à mettre en place pour améliorer la qualité de la gouvernance. C'est un espace d'information, c'est un espace d'échange et c'est un espace de décision parce que dans le fin forum, nous avons toujours sorti avec les prochaines étapes. Qui ça n'a fait, là nous finissons d'identifier le problème, là nous finissons de discuter comment on a fait pour que le problème ça va retourner encore. C'est tout point ça que nous discutons aujourd'hui. Dans le 4e forum, ça, et qui 5 sujets qui débattent. Dans un premier temps, il y a une présentation du directeur général budget qui saute parler nous en long et en large de l'arrêté du 27 septembre 2013 qui parlait de virements et transferts sous budget 2012-2013 et implications sous retard qui gagnait dans l'adoption de la loi de finances 2013-2014 là. Nous sommes gagnés une autre présentation extrêmement intéressante aussi sur un gros projet qui est lancé par l'OMRH, qui est le projet de mise en place de centre de renseignement administratif. Centre de renseignement administratif, là, j'en ai dit qui s'allie. C'est un projet qui visait à rapprocher le citoyen de l'administration publique. C'est un projet, une fois en place, on est capable de dire au niveau national, c'est un projet de 2-3 ministères qui concerne toute l'administration publique. Ça va permettre que le citoyen, quel que soit côté lié, connaît qui service qui gagne dans ministère ou bien dans organisme, qui circuit administratif pour bénéficier de service et à qui prix la bénéficier de service. Et j'aime ça dire tout à l'heure, nous sommes capables de comprendre qu'un tel projet a un impact direct sur le renforcement, bonne gouvernance, sur question de transparence, qui est censé un objectif prioritaire pour le gouvernement et directement tout contribuer à la lutte contre la corruption. Nous sommes la 3e présentation qui est faite par M. Wilfried Bertrand, c'est sur la problématique de l'identification du citoyen. Nous avons un pile débat, un pile question, quand il te dit qu'il y a plus de 2 millions de monde jusqu'à présent capable de dire pas de papier. Il y a un pile effort qui fait dans le gouvernement pour que cette fois-ci, ce n'est pas problème non seulement de soulever, mais qu'il y a des décisions qui marchent avec elle. Et dans ce sens, ça, il y a une task force qui est déjà mis en place, qui a ONI, qui a le ministère des Affaires étrangères, qui a Mavladan, qui a tout le ministère concerné, qui a tout le ministère de l'Éducation nationale. Et là-dedans, nous allons intégrer les presses nationales. C'est-à-dire c'est tout acteur clé qui peut aider nous à résoudre questions d'identification citoyenne. À l'initiative du ministère de l'Environnement, un atelier sur les risques sismiques a été organisé à Port-au-Prince ce mercredi. Plusieurs experts cubains avaient pris part à cette séance de travail. L'ingénieur géologue Claude Prepti a fait remarquer que de nombreux progrès avaient été réalisés en Haïti depuis le séisme du 12 janvier 2010. Il a cité en exemple l'installation de 5 stations sismiques à travers le pays et le microzonage réalisé dans le nord. En 2 ans, 3 ans, il y a plus l'avancée qui fait. Par exemple, sous axe évaluation de maîtrise de la menace, avec le ministère de l'Environnement, nous commençons à mettre sur place nos réseaux de surveillance sismique. Nous avons pratiquement un parc qui gagne 7 stations sismiques large bande. Il y a 5 qui sont déjà installées sur le territoire, qui peuvent recevoir des signaux. Et nous avons
6 que nous avons installées encore. Ce sont des stations large bande qui sont très sensibles à n'importe quel secours sismique. Et ces stations sont paramétrées pour nous capables d'enregistrer des secousses de magnitude 2,8. Parallèlement à la station large bande, il y a une série de stations accélérométriques. Même c'est des mouvements forts qui ont enregistré. Donc pratiquement, nous avons presque une douzaine de stations d'accéléromètres qui placent encore un peu partout sur le territoire. Donc côté que la base d'information sous mouvement fort. Et parallèlement à ça, nous avons des mesures de géodésie spatiale que nous avons fait par GPS. Côté que nous avons 6 antennes fixes et une centaine de sites qui répartis sur l'ensemble du territoire. Côté que depuis l'année 2003, nous avons fait des mesures de géodésie spatiale qui ont nos informations sur la vitesse de déplacement de la plaque et des failles. Et côté que nous sommes capables d'évaluer la quantité d'énergie qui est accumulée dans la faille et de là, nous sommes capables de prévoir qui prochaine magnitude que nous sommes capables de gagner. Donc tout ça, c'est en termes de surveillance. En termes d'évaluation de la menace, nous entrons tout la technique microzonage. Pendant 18 mois, nous réalisons le microzonage de la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui est des zones qui étaient plus affectées par le tremblement de terre là, puisque nous avons parlé de reconstruction. Nous ne pouvons pas reconstruire le pays dans les mêmes conditions qui existaient avant 12 janvier. Donc, le travail de microzonage, ça a existé. Côté que nous cartographions toute faille qui est dans la zone métropolitaine, et le travail, ça a mis en évidence de nouvelles failles que nous avons connues. Ensuite, il y a une bonne connaissance de la géologie de la région. Le service métropolitain de collecte des résidus solides, SMCRS, est chargé de détruire tous les emballages et sachets plastiques non biodégradables à base de polyéthylène ou polystyrène saisis par le ministère de l'Environnement dans le cadre de sa lutte contre l'utilisation et la commercialisation de ces récipients. Les responsables du ministère de l'Environnement ont remis mardi ces produits au SMCRS. Selon le ministre Jean-François Thomas, des emballages alternatifs sont déjà disponibles sur le marché. C'est un arrêté qui est sorti le 10 juillet. Nous avons délai 2 août pour application et là, nous avons travail pour arrêter à respecter. En même temps, nous gagnons un volet d'alternatives qui peut être très intéressant quand même parce que à partir de fin janvier, début février, il y a plusieurs firmes qui procéder à importation pour les gens qui veulent continuer à utiliser genre d'ustensile ça, mais de forme biodégradable. Mais en attendant tout, il y a plusieurs autres pratiques qui qu'on utilise dans le temps, tant que des cantines, moi un pile monde qui travaille avec cantine, travaille avec des assiettes qui sont beaucoup plus hygiéniques parce qu'il faut que la population comprenne que en même temps ça pas bon pour la rue, mais ils sont poison pour lui tout. Si vous regardez bien, l'on mange chaud entre dans la forme, il y a des particules là-dedans qui alcoolent dans le manger. Pour qu'on mange et puis l'estomac vient payer conséquences, ils sont poison et puis ils baillent cancer. Donc lutte là c'est pas seulement pour nous nettoyer la rue là, mais c'est pour préserver santé monde. Aussi coalition, brigade qui a agi, environnement, sécurité publique, ULCC, douane qui font un travail immense pour que stopper bagay et problème forme ça là, nous pas camper parce que c'est zéro forme sont arrêtés qui prend et l'a respecté. Donc nous dit population, c'est pour bien que n'a fait pour nettoyage la rue, pour santé et puis nous connaissons très bien que étant donné que le pas biodégradable, donc ça veut dire que le pas dissoudre dans la nature, le gain gros de l'eau descend, tout tuyau, tout canal, tout bagay bouché parce que quantité yo consommé face à quantité que yo ramassé là, pas de comparaison. Donc nous demandons des populations porter coller parce que c'est en lutte n'a mené. Pour le moment, n'a coupé gros van distribution yo qui a pédé 6 mailles dans la rue là et lutte là n'a mené et n'a continué.